comigo. Quem dorme à noite. Tranche de vie, une émission proposée par JF. Segredo é meu segredo, mas se insistirem, digo. Chers amis de Tranche de vie, la radio libre en Périgord continue son exploration du fonctionnement de la commune de Coulommiers-Chamiers qui nous héberge. Après la Direction Générale des Services, après le Centre Communal d'Action Sociale, après les services culturels et sportifs, nous sommes aujourd'hui en visite au service technique et de l'urbanisme. Et son directeur, Philippe Tougne, a accepté de nous expliquer un peu à quoi servent les services techniques et de l'urbanisme et quelle est leur fonction, quelles sont leurs attributions. Philippe Tougne, bonjour. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter à nos auditeurs ? Bonjour, je suis donc actuellement directeur des services techniques de la mairie de Coulommiers-Chamiers. Après quelques pérégrinations, je dirais, dans d'autres collectivités, j'ai commencé ma carrière il y a maintenant plus de 37 ans dans une commune de la banlieue bordelaise, par hasard, puisque après mes études d'ingénieur, je devais rentrer dans une école comme professeur pour former des élèves aux joies des espaces verts. Et puis, le poste ne se libérant pas, on m'a proposé de créer un service espace vert à la mairie de Villeneuve-d'Ornon, en banlieue bordelaise. Je suis resté là-bas pendant 9 ans et de responsable du service espace vert, je suis passé au bout de 4 ans directeur des services techniques. Et donc, j'ai un peu touché toute la partie que l'on va évoquer ensuite, puisque toutes les directions de services techniques se ressemblent dans les communes. Voilà. Je suis ensuite parti un petit peu dans le privé. J'ai fait quelques années de restaurateur. J'ai créé un restaurant avec mon frère sur la proche couronne de Bordeaux. Après, je suis parti faire un peu de transport pétrolier au Sénégal. Et puis, je suis revenu dans mes premières fonctions et j'ai pris la direction du service voirie espace commun public à la ville de Saint-Cloud, en région parisienne, pendant 3 ans, avant de redescendre en Dordogne pour intégrer un poste de chargé de mission au district de l'agglomération de Périgueux, à destination pour créer une usine d'incinération des déchets ménagers et prendre en charge l'assainissement et l'environnement du territoire. L'usine ne s'est pas faite, mais par contre le plan déchets et puis la collecte sélective des déchets a été installé pendant les 5 années où je suis resté au district. À la suite de cela, la mairie de Trélissac cherchant un directeur des services techniques, son maire est venu me demander si j'acceptais de prendre cette fonction. Et donc, je suis reparti à Trélissac pour assurer la mission de direction des services techniques pendant une dizaine d'années, avant de venir à Coulommiers-Chamiers en 2009. Voilà le trajet. Alors, c'est un trajet riche. Est-ce que ce trajet, vous jugez qu'il vous a servi justement à assumer les fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui ? Oui. Je crois qu'effectivement, la chance que j'ai pu avoir de passer dans plusieurs collectivités et puis de voir différentes tailles, différentes, je dirais, contraintes ou aussi possibilités, ça me permet aujourd'hui d'avoir une vision plus large que ce que l'on pourrait concevoir dans une commune de la taille de Coulommiers-Chamiers. Et puis le fait d'avoir été aussi au contact des problématiques liées à des activités privées et de ne pas être resté dans le public toute ma carrière, ça m'a ouvert aussi les yeux sur ce qu'étaient d'autres difficultés et pas forcément le contexte, je dirais, administratif et fonctionnaire du métier initial. Donc oui, ça a été une chance. Est-ce que, à partir de quelle taille, est-ce qu'une commune est dotée d'un service technique et d'urbanisme ? Alors, déjà, il y a une distinction. Toutes les communes n'ont pas un service d'urbanisme intégré au service technique. Ça, c'est un choix politique, c'est un choix de fonctionnement. Il peut y avoir des collectivités, et notamment quand les collectivités sont de taille plus importante, il y a très souvent il y a une distinction qui est faite entre les services d'urbanisme et les services techniques. Après, à partir de quelle taille, je dirais que toutes les communes, même si elles sont toutes petites, ont
un service technique. Alors ce service technique va peut-être être constitué d'un seul agent que l'on appelait autrefois le cantonnier, qui va servir un petit peu à faire toutes les missions d'entretien de la collectivité, et donc ça va être l'ébauche du service technique. Après, bien entendu, plus la taille de la commune va être importante et plus ces services vont s'étoffer. Mais je dirais que depuis que les lois de décentralisation sont appliquées et que les collectivités ont pris les fonctions et les missions qui sont les leurs, on a effectivement dans toutes les communes un service technique, même, je dirais, très réduit, mais il n'y en a pas tout le temps. Je crois que on peut qualifier les services techniques comme étant l'interface entre la population et puis le côté politique de la gestion communale. C'est-à-dire que les services techniques touchent tout ce que les habitants ont en contact avec l'aspect public de leur quotidien. Que ce soit les routes, que ce soit l'éclairage public, que ce soit les réseaux, voilà, toutes ces parties-là sont assurées par les services techniques. Je dirais que l'autre grande partie dans les communes, c'est souvent les affaires scolaires, qui touchent aussi une grande partie de la population, mais nous touchons toutes les catégories sociales, tous les âges. Les services techniques sont en contact avec tous les habitants de la commune. Alors, comme vous êtes chargé de l'entretien du patrimoine communal, j'imagine, et donc, comme vous le dites, en contact permanent avec toutes les catégories de la population, j'imagine que ça doit vous valoir quand même un certain nombre de récriminations, de demandes réitérées ou non concernant ce patrimoine. Oui, bien sûr. On est rarement remercié, mais ça fait partie des choses normales. On est souvent critiqué et souvent interrogé sur ce qui ne se fait pas. C'est logique, hein, les gens voient et sont concernés, comme je vous le disais, par ce quotidien, un trou dans la chaussée, un lampadaire qui ne fonctionne pas, des poubelles qui n'ont pas été ramassées ou des haies qui sont pas bien taillées chez leurs voisins. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on va nous demander. Alors il y a des interventions que nous pouvons faire, que nous pourrions faire de meilleure façon. Il y en a d'autres qui ne nous concernent pas toujours, notamment les problèmes de droit privé qui ne relèvent pas des compétences des services techniques, même si parfois nous intervenons par le biais d'autres moyens au sein de la collectivité. Mais voilà, on est touché effectivement par tous ces petits problèmes, et comme vous le dites, on a beaucoup de demandes de la part des habitants. Oui. Et de plus en plus difficile d'ailleurs, parce que ça devient assez difficile de contenter et de satisfaire les demandes. Oui, mais en même temps, j'imagine quand même que c'est gratifiant d'avoir des demandes comme ça, multiples, et parce que ça vous montre que vous servez à quelque chose. Dès que quelque chose ne va pas, le réflexe immédiat, c'est de s'adresser à vous. Oui, c'est vrai, mais on sert à quelque chose, effectivement, et puis c'est gratifiant quand on arrive à donner satisfaction, même partiellement. C'est un peu moins gratifiant et c'est même un peu frustrant quand on n'a pas la possibilité de réaliser tout ce que l'on aurait envie de mener, que ce soit dans l'entretien courant, dans le maintien des installations et du patrimoine, mais aussi dans les extensions, dans des développements de certaines activités. Et ça, c'est pas toujours facile à faire pour des raisons essentiellement financières à l'heure actuelle, mais pas que. Il peut y avoir aussi des contraintes techniques, il y a des implications de plus en plus complexes entre les différentes structures. On est dans un système qui se met en place avec l'intercommunalité, avec les mouvements de compétences entre les différentes structures politiques ou du moins organisationnelles de l'État. Et donc c'est vrai que c'est pas à l'heure actuelle très simple d'évoluer et de mettre des choses en place. Et ça, c'est un peu le côté frustrant. Après, le quotidien, c'est satisfaisant, effectivement, quand on peut faire avancer les choses et donner satisfaction à la population. On est essentiellement là pour ça. Vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied en parlant de l'intercommunalité. Alors, la mise en place de cette intercommunalité, qu'est-ce que ça implique pour vous? Comment ça implique une manière de fonctionner différente? Oui, forcément. Oui, une manière de fonctionner différente à double titre. D'une part, au niveau politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire que les décisions aujourd'hui sont prises en partie par prises, ou du moins orientées, je vais dire ça plutôt comme ça, orientées par l'intercommunalité, et puis donc bien sûr toujours décidées au final par les élus de la commune, mais il y a des orientations et des implications de plus en plus fortes de l'intercommunalité, avec parfois aussi des compétences qui se juxtaposent,
parfois même qui se chevauchent un peu, et ça c'est donc un peu plus complexe pour la gestion du quotidien. Je pense à l'assainissement par exemple, qui aujourd'hui est en partie intercommunal, en partie communal. Je peux penser, même si on a passé la compétence depuis de très nombreuses années, mais la collecte des ordures ménagères, la population a toujours tendance à appeler la mairie, on est toujours impliqué, et on est quand même responsable en partie, les bacs de regroupement, la position. Donc il y a ces implications avec l'interco qui sont là, qui sont pas toujours, même si ça se passe globalement de façon très satisfaisante, c'est bien sûr une contrainte supplémentaire du temps et des énergies à mettre en place pour faire avancer les choses. Est-ce que vous avez, là une question un peu délicate peut-être, est-ce que vous avez, avec le recul que vous avez déjà sur le fonctionnement de l'intercommunalité, l'impression que celle-ci vous a apporté plus de moyens, plus de facilité dans votre travail par le jeu des péréquations qui fonctionne, on le voit par exemple dans les intercommunalités rurales qui sont mises en place? Alors, par rapport à votre question précise, vous me demandez dans mon travail, dans notre travail, je dirais non, parce que le travail des services techniques n'a pas changé avec l'intercommunalité, au sens des missions qui sont les nôtres. On a perdu des missions, mais on en a trouvé d'autres, donc on n'a pas ça. Je pense que ça a servi pour la population, l'intercommunalité, et notamment au départ, et sûrement encore maintenant, on a des gros projets. Il y a des choses qui n'auraient jamais pu se mettre en place, et je parle localement sur l'agglo, mais je pense que ça vaut pour l'ensemble du territoire national, mais on a des choses qui ont été réalisées que grâce à l'intercommunalité. Je pense à l'assainissement structurant, collectif, là, avec le traitement de l'eau. Je pense aux grands axes et aux modifications de l'agglomération initiaux. Je pense à la voie des stades. Je pense à des choses comme ça qui sont des réalisations qui marquent le territoire, qui marquent le quotidien des personnes. Parce qu'aujourd'hui, je crois que quand on voit le monde qu'il y a sur la voie verte, on ne peut pas penser que c'était inutile. Il y avait un réel besoin de ce type de réalisation, et aucune commune, même la commune centre, n'aurait pu le réaliser tout seul ou toute seule. Donc là, l'intercommunalité a eu un impact. Et je crois qu'aujourd'hui, l'évolution et les gros projets que prépare l'intercommunalité vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise en compte de ce que la population est en droit d'attendre, avec des moyens que les communes ne peuvent plus avoir. Et donc, de ce côté-là, c'est intéressant. Après, au-delà de cela, pour les services techniques, on a peu de gains, parce qu'on a toujours les missions de base, et on ne travaille pas, l'intercommunalité n'a pas de services techniques en propre, donc il n'y a pas d'interaction entre les deux services. Des services administratifs sont parfois interactifs entre ceux de l'agglomération. Il y a une interaction entre ceux de l'agglomération et ceux de la commune. Nous, on n'a pas d'équivalent à l'agglo, il n'y a pas de services techniques. Il y a des services, mais pas de services techniques. En revanche, j'imagine que vous travaillez en concertation avec les services techniques des communes qui constituent l'intercommunalité. Oui, alors peut-être pas assez. Peut-être pas assez, mais ça tient à une pratique ancienne. Mais c'est vrai qu'on a du mal à travailler ensemble. On a essayé, notamment par le biais de quelque chose qui devrait évoluer et se mettre de plus en plus en place, c'est la mutualisation des moyens, parce que je crois qu'effectivement, ça va être une des réponses que l'on pourra apporter à la baisse des crédits que nous avons. Donc, on mutualise déjà certains matériels. La balayeuse, par exemple, est partagée entre Trélissac et Coulommiers-Chamiers. On a une semaine chacun de la machine, ce qui permet de partager les frais d'achat, d'entretien et de fonctionnement d'une machine qui coûte très cher. Je crois que on peut essayer de le faire évoluer, d'avancer dans ce sens. Malheureusement, c'est vrai qu'on a encore un peu trop tendance à travailler chacun sur son territoire et pas forcément à être en relation régulière. Voilà, c'est pas simple. Les services techniques, par définition, étant donné les charges qui sont les vôtres en matière d'entretien des équipements municipaux, concentrent le matériel municipal qui sert à ces tâches. C'est chez vous que sont entreposés les véhicules, vous faisiez allusion tout à l'heure à la balayeuse. Est-ce que ça représente une charge très lourde, ça ? Oui, alors une charge pour la collectivité, une charge financière, oui, bien sûr. On gère les véhicules et les engins du service technique, mais également de l'ensemble du personnel communal. Donc il y a effectivement un parc matériel et véhicules qui est important.
en réduction là aussi, puisqu'on cherche à faire des économies dans tous les secteurs et dans ce domaine-là également. Mais c'est effectivement une charge en entretien. Ça représente à peu près 2 personnes, 2 à 2 personnes et demie, ce qu'on appelle des équivalents temps plein, à l'année pour entretenir ce matériel. On a 2 mécaniciens en permanence sur le parc qui entretiennent et qui font, d'ailleurs, ils font un travail remarquable parce qu'ils maintiennent en vie du matériel qui n'est pas toujours tout jeune et grâce à eux, on arrive à le faire fonctionner encore correctement. Donc oui, c'est une charge importante pour la collectivité. Après, il est difficile on essaye de réduire tout ce volume de matériel au maximum. On a réduit le nombre de bus, on a réduit le nombre de véhicules et il y a encore sûrement des progrès et des efforts à faire, mais ça reste encore très important. Vous avez recours à la location de matériel un peu spécialisé ? Oui, on essaye de le réduire là aussi parce que ce sont des frais de fonctionnement, mais on a encore de recours à la location. Alors, essentiellement, soit pour du dépannage, c'est-à-dire quand on a un matériel que l'on a en un seul exemplaire, je pense à un exemple, une mini-pelle que nous n'avons, on n'en a qu'une, quand elle tombe en panne et que nous sommes sur un chantier, on va louer en dépannage, et puis on va louer également du matériel un peu spécifique dont on n'a pas l'utilisation courante, c'est-à-dire que quand on a besoin 2-3 jours par an d'un matériel, on l'achète pas, il est préférable de le louer. En dehors de ça, on essaye de ne pas louer d'autres véhicules parce que ça a aussi un coût. Et donc, on essaye de limiter tout ça. Alors, vous parliez des mécaniciens chargés de l'entretien donc du parc de véhicules et d'autres matériels mécaniques. Vous êtes aussi chargé de l'entretien des espaces verts, des réseaux. Tout ça suppose la mobilisation quand même de nombreux techniciens. Vous avez des gens spécialisés pratiquement dans tous ces domaines d'intervention. Oui, on a des spécialistes, des gens qui ont un métier que l'on appelle. Alors, dans le bâtiment, on a tous les corps de métier nécessaires à l'entretien et voire même à la petite création de bâtiments, que ce soit des maçons, des peintres, des électriciens ou des plombiers. On a toutes ces personnes-là en employés communaux. Et après, effectivement, on a des grosses équipes, une grosse équipe espace vert et une équipe voirie qui nous permet de faire. Alors, pour la voirie, je dirais de l'entretien courant, parce que là encore c'est une question de moyens matériels et de disponibilité financière, mais surtout de moyens matériels. Donc on fait de l'entretien courant, on fait des petites réalisations, et puis donc des spécialistes dans le domaine de l'entretien des espaces verts, des végétaux, oui absolument. Mais on a aussi des généralistes, des gens qui sont, et je crois que c'est aussi la tendance, et c'est d'ailleurs une demande de Monsieur le maire, d'avoir des gens qui sont aussi polyvalents, c'est-à-dire qu'au-delà de leur formation, au-delà de leur métier, ce sont des gens que l'on appelle souvent à faire d'autres missions et d'autres tâches. Le fait de la réduction des effectifs impose ce type de disponibilité vis-à-vis du travail demandé. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours et c'était pas au départ peut-être toujours accepté, mais aujourd'hui ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans l'état d'esprit et on s'aperçoit que les gens au contraire ils trouvent un certain intérêt. De vos attributions en matière d'urbanisme, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a sur cette commune de Coulugny-Chamiers, qui, comme beaucoup d'auditeurs le savent, est divisée en deux parties, une basse et l'autre haute, des particularités, des spécificités qui influent sur le travail que vous avez à faire? Des spécificités techniques, vous les avez évoquées, cette partie haute et basse. Je dirais même qu'il y a 3 parties dans la commune et tous les habitants les connaissent bien. Entre le bas de la commune, effectivement, le côté intermédiaire, le plateau, qui est aussi un paysage et une configuration un peu particulière, et puis le bourg et le côté rural de la commune. Voilà les 3 grandes parties. Donc effectivement, il y a cette spécificité. Il y a la spécificité aussi du fait que cette commune est découpée par des axes importants et structurés autour de ces axes importants et très étendus. En matière de voirie, on a 90 km de voies à entretenir, ce qui est relativement énorme pour une commune de notre taille. Par exemple, c'est donc des contraintes un petit peu particulières. Après, les spécificités tiennent aussi à l'histoire, je pense, et à la configuration des lieux, avec un côté industriel et un petit
petit peu spécifique dans ce que l'on appelle le bas Chamiers, et puis la partie de Chamiers qui est donc située autour de l'axe de l'avenue Général de Gaulle. Et c'est vrai que ce sont des particularités importantes. Et puis les deux cités importantes, que ce soit la cité Jacqueline Auriol et Pagot, créent aussi, et ça j'avoue que moi je l'ai découvert en venant, alors que j'étais de l'autre côté de l'agglomération pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai découvert un peu ces particularités, un travail différent avec des personnes différentes et un travail qui demande une présence et voilà, qui est assez importante de la part pour les collègues, pardon, et qui est intéressant, enrichissant, mais c'est une particularité de Coulommiers-Chamiers, ce tissu un petit peu spécifique de grands ensembles sociaux. Voilà. En ce qui concerne l'urbanisme, alors quelles sont les attributions du service technique et de l'urbanisme ? Alors aujourd'hui elles sont réduites et quand je dis aujourd'hui c'est depuis un an, puisque depuis l'été dernier la compétence urbanisme a été transférée, alors la compétence d'étude et d'instruction des dossiers d'urbanisme a été transférée au Grand Périgueux, donc la collectivité reste, monsieur le maire reste la personne qui signe les autorisations à construire, quels que soient les types d'autorisations. Par contre l'instruction des permis de construire est aujourd'hui laissée à un service centralisateur qui est situé donc dans le Grand Périgueux, à l'agglomération, et qui instruit l'ensemble des communes du territoire concerné. Alors, ça c'est déjà une évolution que l'on est en train de vivre depuis un an, donc il faut s'y habituer. Bon, ça s'est plutôt bien passé. On a 2 collègues qui sont partis, nous, à l'agglo, pour prendre ces nouvelles fonctions, et on a ici formé une nouvelle collègue en remplacement qui assure toujours au niveau du service technique de Coulommiers-Chamiers la réception du public, la préparation des dossiers, l'instruction des dossiers simples, c'est-à-dire voilà, des éléments, par exemple les CU non opérationnels, et puis tout le reste, quand les dossiers sont constitués par cette collègue, sont transmis à l'agglomération qui va réellement assurer l'instruction. Et lorsque le dossier est instruit, et dès lors qu'il y a une décision qui est prise, cette décision est proposée à la signature de monsieur le maire. Voilà comment s'organise aujourd'hui la gestion du service urbanisme. Donc ça, c'est aussi un exemple de la manière dont votre travail, vos attributions ont été modifiées par la mise en place de l'intercommunalité. Je ne me trompe pas. Absolument pas, vous ne vous trompez pas, c'est tout à fait ça. On évolue dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait jusqu'à l'année dernière une mainmise, je dirais, totale sur l'instruction, sur la gestion de ces dossiers. Aujourd'hui, on passe par un service qui donc va centraliser. Alors, on revient un petit peu en arrière, entre guillemets, c'est pas du tout le même comportement. Il y a eu ça avant, parce que l'État instruisait les permis de construire, du temps où la DDE avait cette compétence. Mais je dirais que là, et notamment les élus avaient à l'époque trouvé que justement le rôle de l'État était un petit peu trop général, ne tenait pas compte des particularités. Là, l'intérêt de l'intercommunalité, c'est d'être quand même au plus près de la population, puisque je dirais que les patrons de l'intercommunalité sont des élus de chaque commune composant cette intercommunalité. Donc il y a toujours une action politique de gestion du sol qui est, je dirais, contrôlée, dans le bon sens du terme, par les élus locaux. Et en même temps, on a le bénéfice d'une centralisation d'un service qui est plus performant parce qu'il va être, je dirais, plus étoffé, plus structuré, plus formé que l'on pourrait l'avoir dans chaque commune. Donc c'est une modification de notre fonctionnement, c'est une bonne modification, je pense, et dans tous les cas, c'est la marche en avant. Il faut que l'on fonctionne comme ça. Après, je crois qu'il faut que l'on se pose, et c'est ce qui est en train de se chercher un petit peu, c'est de voir comment on va se positionner entre les élus qui signent les documents et puis l'instruction. Voilà, il faut que certaines choses se mettent en place. On y a perdu pendant quelque temps un peu de souplesse, mais on va la retrouver très vite, j'en doute pas. Des conditions matérielles de votre travail, est-ce que vous avez, sur la durée de votre carrière déjà dans cette attribution-là, est-ce que vous avez noté une évolution positive avec la mise en place de matériel comme toute la documentation cadastrale informatisée? Est-ce que ça a facilité votre travail, ou au contraire, est-ce que ça le complique?
Je suis un peu embêté pour vous répondre de façon tout à fait objective. Moi, j'ai commencé donc à l'époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur dans les services communaux, ou très peu, du moins, à part dans les services de paye et de comptabilité, mais il n'y avait pas de machine. Et quand on nous a vendu l'informatisation, on nous a dit, vous allez voir, un gain de temps incroyable, plus de papier, etc., etc. Ça a été les grands discours. Et aujourd'hui, je m'aperçois, et je crois que l'on est nombreux à faire ce constat, que plus on informatise et plus on perd de temps. Ou du moins, on fait tellement d'autres choses qu'on a l'impression que le temps est plus long. Mais en fait, on en fait beaucoup plus. Et puis que le papier, on en consomme. Alors là, malheureusement, beaucoup, beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile d'imprimer sur une page blanche que de remplir une page blanche avec un stylo. Donc, on consomme beaucoup plus de papier. Donc ça, c'est l'anecdote et c'est la boutade. Mais je résume un peu ça, la réponse à votre question par ça, parce que c'est vrai que oui, on y a gagné, et oui, on y gagne tous les jours, avec une évolution certaine et évidente en matière notamment de gestion de la sécurité des actions sur le terrain, et c'est là que vous parliez de l'informatisation du cadastre. J'irai plus loin, je dirais que l'informatisation générale des plans et des réseaux, ce qu'on appelle les SIG, les systèmes d'information géographique, ça apporte un plus indéniable, parce que quand on joue, là encore entre guillemets, avec des réseaux de gaz ou d'électricité, c'est un jeu dangereux, et donc il vaut mieux éviter de les côtoyer de trop près. Donc là, oui, il y a un plus, ça c'est vrai. Après, je dirais qu'aujourd'hui, c'est tellement simple de faire un mail, c'est tellement simple d'avoir la sensation qu'à partir du moment où on a fait un mail, la chose est entendue, faite, et que l'on devrait avoir la réponse dans la demi-heure et l'action dans l'heure, que ça devient une vraie contrainte et une véritable, alors le terme est peut-être un peu fort, mais une angoisse au quotidien, cette gestion-là, parce que c'est vrai que l'on est sollicité, encore une fois, en permanence. Je dirais que quand les gens devaient écrire et attendre la réponse, et que la réponse passait par la poste, avec parfois des grèves qui nous arrangeaient quand ça prenait 15 jours pour repartir, je plaisante bien sûr, mais on avait le temps de positionner les choses. Aujourd'hui, vous avez... Je trouve un peu dur quand même, parce que en revanche, quand une personne vient voir votre collaboratrice parce qu'il a un petit problème avec son voisin ou un problème de bornage de propriété, et qu'elle lui sort comme ça instantanément le plan cadastral accompagné de photos verticales, obliques, en quelques secondes, c'est quand même un progrès considérable dans le service rendu à la population, évidemment. Oui, bien sûr, mais vous avez compris que j'exagérais volontairement mes propos, c'était pas du tout... Non, mais c'est vrai, vous avez raison, qu'il y a des améliorations, encore une fois, indéniables, et que l'on trouve aujourd'hui, mais même au quotidien pour nous, les lois et les textes sont tellement complexes, et que ça se complexifie quand même, que si nous n'avions plus Internet aujourd'hui pour aller chercher les renseignements, on serait, je ne sais même pas d'ailleurs si on saurait encore fonctionner. Voilà. Et donc très handicapé probablement. On peut pas revenir en arrière, quoi. Voilà. Mais et puis je crois que le service offert, alors on peut encore aller plus loin. Alors on est une petite commune moyenne, enfin même si on est la 4 ou 5e commune du département, on est encore une petite commune, mais il y a des moyens d'aller très loin avec ces informations dont vous parliez, que ce soit l'imagerie ou que ce soit les renseignements que l'on peut donner en temps réel à la population. Et effectivement, ça, je pense que c'est un plus, oui. Et c'est un plus pour nous également. Philippe Tougne, le temps passe, et je voudrais vous demander maintenant si, à côté de votre métier, dont je suppose et dont j'ai l'impression qu'il vous passionne, vous avez d'autres passions. Question que je pose traditionnellement à l'invité. Oh, j'en ai plein. Je suis quelqu'un qui aime bien découvrir plein de choses, donc effectivement j'ai plein de passions. Ça va du sport et de différents sports, de l'équitation à d'autres activités diverses. Et puis voilà, j'aime beaucoup les animaux. J'ai une mini ferme, tendance à dire ça chez moi, avec ça va des perroquets à rats jusqu'aux brebis, en passant par des poules et une ânesse, etc. Donc voilà, plein d'animaux, et ça c'est aussi une passion, et c'est aussi une ressource, c'est-à-dire que quand la journée est un petit peu difficile, aller nourrir les animaux, et où là il n'y a pas de demande, il n'y a pas de contrainte, et c'est que du plaisir. Voilà, ça fait partie de mes passe-temps quotidiens. Vous vous réfugiez dans la fraîcheur innocente des animaux. C'est ça. Philippe Tougne, je vous remercie beaucoup.
de votre accueil et de tout ce que vous nous avez apporté sur le fonctionnement de votre service. C'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous portez au service technique. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Quem dorme à noite comigo